Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours à l'aide de djelli, d'écrivains, d'historiens, de journalistes. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir quel héritage culturel transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Mariam Diagne, bonjour. Bonjour Aska. Bonjour Jelia. C'est vraiment un plaisir que de t'accueillir dans notre émission Djelia. Je tiens à préciser, alors c'est la première fois qu'on a l'opportunité d'avoir un personnage féminin dans notre émission. Oh, Et yeah. j'espère la première d'une longue lignée. J'espère aussi alors. Alors, avant qu'on puisse démarrer notre échange, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis donc Mariam Diagne, je suis comédienne et réalisatrice. Et je suis aujourd'hui avec vous parce que j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle Langue maternelle. C'était en 2023. Et depuis 2023, avec ce court-métrage, j'ai pu aller partout en France, en Europe et à l'étranger pour le présenter. Et j'en suis très contente parce que ce film retrace une bonne partie de mon enfance et de ma vie actuelle. C'est-à-dire que les conséquences de cette enfance se manifestent aussi dans ce film. Et c'est l'histoire de mes parents et de ma sœur quand ils sont arrivés en France dans les années 80 et comment cette arrivée en France et la rencontre de deux cultures, le français et la culture soninké, comment cette rencontre s'est produite à travers notamment la langue. Effectivement. Effectivement. Merci pour cette présentation, Mariam. C'est lors de la première édition du Salon Soninké que nous nous sommes rencontrés. Et, Absolument. et donc, je le précise pour ceux qui nous regardent, j'ai interviewé mon propre père justement avec les mêmes idées que tu as pu avoir, l'idée de vouloir retracer un peu les récits migratoires, les raisons de sa venue en France, les épreuves qu'il a pu surmonter, sa résilience et ce qu'il a pu découvrir lorsqu'il y est arrivé. Donc 2 épisodes sont disponibles sur notre plateforme et lorsque je t'ai rencontré lors de ce salon, je me suis dit ce n'est pas possible que de ne pas aborder ce merveilleux court-métrage et faire le lien avec nos histoires communes. Donc justement, langue maternelle. Donc c'est en 2023 qu'il a été 2023 mis sur la... qu'il a été terminé. On a commencé l'aventure en 2019. L'écriture avec notamment la maison du film à Paris, mon producteur Léonard Elliott de Golgotha Productions. Donc toute la préparation d'écriture, le scénario 2019 et en 2023, donc on a pu réaliser le court-métrage, tourné en 2021, terminé en 2023 et voilà, et maintenant on est 2 ans après le film, le court-métrage, et on s'avance tranquillement vers la version long-métrage de langue maternelle. Alors, j'ai eu moi la chance de voir ce court-métrage. De ce que j'ai pu en découvrir, c'est que tu as été sélectionné justement par le Festival social du film social en octobre 2024 pour cette première œuvre. Et tu as également obtenu la mention d'honneur Giro Giro Corto Oui, Festival. Hein. absolument. Et il me semble que ce n'est pas fini. Voilà. Oui. Je ne suis pas encore à jour, hein. Je m'excuse, Ça. mais ça va très vite. Ça va vite et en fait, c'est ça aussi la merveilleuse surprise de ce film, c'est que on a pu le présenter dans des pays qui sont très différents, comme tu viens de le citer, l'Italie, à Paris avec le Festival du film social, à Dakar avec Dakarcourt, mais aussi à Santa Barbara, au Portugal. Là, on va le présenter en Allemagne, en Angleterre, on l'a présenté au Bénin. Là, il va passer aussi sans doute en Guinée. On est passé par tellement de pays différents et la réaction du public est toujours la même, c'est-à-dire que cette histoire langue maternelle
française, avec vraiment l'histoire française dans sa globalité, avec tous les peuples des anciennes colonies qui sont arrivés pour apporter leur force de travail, qui ont cru aussi à un moment donné à un modèle. Toutes ces histoires françaises, un, elles ne sont pas suffisamment racontées, et deux, elles touchent à un universel, parce que, comme je le disais lors du premier salon Soninké, nous sommes, de par ce que nous sommes, de par ce que nos parents nous ont transmis, de par le pays sur lequel nous avons grandi, nous sommes vraiment à la jonction de tellement de cultures différentes, que nous avons une capacité à porter l'universel de manière, j'allais dire évidente, mais de manière en tout cas posée. C'est-à-dire que nous la portons en nous, cette universalité, qu'elle soit européenne, qu'elle soit africaine, mais aussi qu'elle fasse écho à d'autres cultures, parce que nous sommes à la jonction de plusieurs mondes. Et je pense que quand je vois le succès du film, je me rends compte vraiment de la portée universelle de nos histoires, et je suis très contente qu'une parmi tant d'autres qui sont encore à raconter, mais certaines ont déjà été racontées, et je suis très contente que la voie commence à s'ouvrir pour entendre ces histoires. Je te propose qu'on regarde un extrait. Tu nous as trop mis l'eau à la bouche. On peut pas en rester là. Allez, c'est parti. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Systématiquement, donc, l'enseignement est en français, puisque nous sommes bien dans l'enseignement français, conforme au programme de l'éducation nationale française. Tane, Philo, Psycho, Narato, Karago. Ça m'émeut toujours autant de voir cette présentation visuelle du film. Honnêtement. Ça, à chaque fois, ça m'émeut parce que c'est mes parents, parce que c'est une histoire tellement forte, tellement riche. J'en suis toujours très, très émue. Mais c'est exactement ce qu'on ressent lorsqu'on voit ça. En fait, ça nous remplit de fierté. Mais ils sont tellement beaux. Mais franchement, ils sont tellement beaux. Oui. Et c'est leur histoire. Et ils sont tels qu'ils sont. Mais ce qu'on observe, ne serait-ce que dans cet extrait et même dans le court-métrage, on sent une grande profondeur. Oui. Mais je pense que la profondeur, elle vient simplement de la sincérité de la situation. C'est-à-dire que je pars d'une histoire qui a été vécue. Bien sûr, il y a des choses qui sont romancées, mais l'authenticité de ces personnages qui chacun ont défendu un point de vue auquel ils croyaient. Ma mère voulait absolument maintenir la langue parce qu'elle comprenait qu'en la perdant et en étant totalement déracinée, si elle perdait aussi la langue, elle perdait toute sa culture et elle perdait son identité. Et donc, elle ne voulait pas perdre cette identité parce qu'elle voulait nous la transmettre. Et mon père, qui a compris qu'en arrivant en France, il y avait des opportunités de réussite qu'il n'aurait sans doute pas à l'époque, en tout cas au Mali, et il s'est dit, mais il faut qu'on en profite, c'est maintenant, le moment est venu pour nous d'en profiter. Et donc les deux points de vue se sont retrouvés dans un seul foyer, et c'est ce qui a donné cette histoire langue maternelle que beaucoup d'autres ont vécue, que moi j'ai retranscrite, mais qui a été vécue par beaucoup d'autres. Et je pense que c'est vraiment la sincérité des personnes, en tout cas de mes parents qui sont devenus des personnages dans le film, mais c'est la sincérité de la situation et des personnes qui fait que cette histoire, elle est profonde parce qu'elle est authentique, et qu'il n'y a rien d'autre presque à rajouter. Alors oui, Marianne, c'est vrai que la sincérité, mais on peut être sincère et faire preuve un peu de maladresse. Moi, je l'ai vu, ce court-métrage, et il me semble que c'est ton premier. C'est mon premier, oui. Mais oui, donc voilà, pour une première œuvre, mais honnêtement, voilà, on en a vu des films, et là, honnêtement, si on ne sait pas que c'est ta première œuvre, on ne le devine pas. Hein, on est vraiment face à quelqu'un
qui est très à l'aise, qui sait déjà où elle veut en venir. Et voilà, tu es un des personnages également. Tu es comédienne Oui, dans ce court métrage. Hein, oui. il faut bien le souligner. Bah, Et, merci. bah, en fait, c'est important de le rappeler parce que comment on fait quand on a une histoire comme la nôtre pour pouvoir se mettre à l'honneur, en tout cas pour pouvoir rentrer dans un univers qui est le cinéma, sans avoir aucune expérience concrète sur le sujet. Bah, comment on fait? J'ai envie de te dire, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, je pense, l'important, c'est vraiment d'être bien entouré. Et moi, je l'ai été dès le départ parce que j'ai rencontré la Maison du Film. J'étais déjà adhérente auparavant en tant que comédienne et je suis restée adhérente. Et c'est vrai que la Maison du Film est une association qui accompagne toutes les personnes qui veulent réaliser un film et qui n'ont pas forcément les connexions et les contacts. Et la Maison du Film accompagne les auteurs, accompagne les comédiens, accompagne les techniciens dans leur métier. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à cet accompagnement. Et donc, pendant un an, j'avais souscrit à l'accompagnement individualisé. Et pendant un an, avec cette histoire, ils m'ont suivi, ils m'ont accompagné, on a réécrit ensemble, ce qui m'a permis à la fin du parcours de rencontrer mon producteur, mais ça m'a aussi permis de rencontrer le compositeur de la musique. Et c'est ça qui est formidable avec la Maison du Film, c'est que dès le départ, ils font en sorte que toutes les composantes d'un film se rencontrent, bien en amont de la réalisation. Parce que j'ai pu penser la musique en même temps que je pensais à l'écriture, on a pu faire une œuvre complète qui a intégré toutes les composantes d'un film. Et ça, vraiment, moi, je ne connais à Paris qu'un seul endroit qui fait ça, c'est la Maison du Film, Paris dans le 19e. D'accord. Et vous n'avez pas besoin d'avoir fait du cinéma avant, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ouvert à tout le monde, c'est une vraie maison. Et vraiment, quand vous arrivez avec une histoire et que vous voulez la travailler, vous êtes accompagné de A à Z. Il y a des dispositifs qui permettent d'avoir du financement, les fameux labels. Moi, j'ai reçu le label scénario avec langue maternelle en 2019. Et c'est parce qu'on a reçu ce label qui venait avec une dotation financière que ça a commencé à ouvrir le chemin vers la réalisation de ce film. Donc, je dois beaucoup à la Maison du Film parce que je ne savais pas écrire un scénario. J'ai appris avec eux. Jouer, je savais parce que c'est ma formation de base, comédienne. Mais l'écriture, la maturation d'un scénario, je l'ai appris avec la Maison du Film. D'accord. Et ben justement là, on parle du fait que tu as été formé, accompagné par la Maison du Film. Oui. Il me semble que tu es une femme de lettres. C'est ça? Oui, plutôt, je dirais plutôt, oui. Ouais. Je suis très Et, portée par les langues et l'écriture. et donc de ce fait, tu t'es recentré sur le cinéma plutôt que sur un roman. Hein, Oui, pourquoi ce choix? mais parce que, et ça, c'est très intéressant. Ta question est vraiment super parce que effectivement, moi, quand j'ai plongé dans la culture, je me revois découvrir les livres avec ma sœur, hein, qui était aussi une férue de littérature. Et je nous revois à la Fnac. À l'époque, on pouvait lire des livres assis par terre dans le magasin. Et moi, je me souviens aussi des BD que je lisais. Et les BD, j'ai trouvé formidables. Il y avait tellement de couleurs. J'aimais beaucoup les graphismes. Donc, j'ai lu énormément de BD. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer, en fait, dans les imaginaires et dans les narrations. Et je dois dire aussi, parce que c'était notre époque, les dessins animés, où il y avait des structures narratives. Je me souviens de Tom Sawyer, je me souviens de Princesse Sarah. Les mondes engloutis. Les mondes engloutis, Capitaine Flamme, Cobra. Et en fait, tout ça, parce qu'il y avait des structures narratives qu'on voyait chaque semaine, on n'avait pas la chance de pouvoir faire du replay ou de regarder en avance. Mais ça m'a aussi structuré avec les émotions qui venaient avec. Et je pense que pour moi, le cinéma est un concentré de tout ça. Le livre et les romans m'ont fait plonger dans des univers que je ne connaissais pas. Mais quand j'ai découvert les visuels, pour moi, il y a eu c'était vraiment la synthèse de tout. Je me dis, c'est ça. C'est avec ça qu'on voit, on ressent. Et toutes ces émotions, elles ont été pour moi décuplées par le cinéma. Et je pense que c'est pour ça, moi qui suis très visuelle, je pense que c'est pour ça que le cinéma m'a autant attirée. Déjà pour jouer des personnages, les romans m'ont donné envie de jouer tellement de personnages différents qui n'étaient pas moi. Et puis après, de voir les dessins animés, avec l'image, avec les films, je dis mais non, mais c'est magnifique. Quand un film vous touche,
l'émotion qui reste, pour moi, elle perdure pendant des mois et des mois. Et donc, je me dis, c'est fou l'impact qu'une histoire peut avoir sur quelqu'un. Donc l'émotion que l'ensemble de ces œuvres, en tout cas de dessins animés, ont eu sur toi. Oui. Et voilà, c'est en cela que tu t'es dit que se projeter vers ce canal, ça va avoir le même impact sur le monde, hein, avec tout ce que tu as cité comme pays que tu as pu visiter à travers ton film. C'est que Absolument. oui, d'accord. Absolument. Mais c'est ça, c'est que, mais même sans y penser consciemment, c'est que pour moi, c'était l'art ultime qui concentrait tout, avec la musique, le jeu des acteurs, l'histoire, tout ça. Donc c'était vraiment, oui, c'est un art qui concentre tout ça, et quand c'est bien fait, et on espère que ce sera bien fait, mais on ne le sait jamais. Oui. On donne notre maximum. Il n'y a pas de formule magique. Exactement, on se dit, bon, allez, on espère, et puis après, quand ça fonctionne, on est tellement content. Tellement content, ouais. Mais tu vois, à travers ton court-métrage, par rapport à notre fil rouge, ça nous met en fait en, comment dirais-je, je dirais pas une forme de confrontation, mais deux éléments qui est l'Europe, la France et également l'Afrique. La relation qu'il peut avoir entre ces deux univers. Je reprends une phrase d'Omar Sy qu'il a dit récemment lors d'une interview avec Sally. Oui. Il a dit la chose suivante: le lien avec la France ne commence pas avec l'arrivée de nos parents en France, mais plutôt avec l'arrivée de la France en Afrique au XVe siècle. Mais bien sûr. Bien évidemment, nos parents sont une continuité, nous on a encore une autre continuité, mais bien évidemment, il y a une histoire qui est là qu'on ne peut pas nier, et c'est effectivement d'abord cette France ou cette Europe qui arrive et qui découvre l'Afrique, qui découvre des ressources, qui découvre des richesses, qui découvre des populations différentes, et c'est cette rencontre, on est toujours en train de parler de rencontre. Cette rencontre a pu être à des moments très très brutales, elle est encore parfois aujourd'hui. Et cette rencontre a donné naissance à des univers très différents, à de l'exploitation quand on est du mauvais côté, mais aussi à des choses qui ont été très belles. On pense, alors moi j'aime pas trop entrer dans la politique, mais moi je pense simplement aux personnes. Je sais qu'il y a eu des unions qui se sont faites, quand même, il y a eu des vraies rencontres humaines qui se sont faites avec des gens qui ont vraiment aimé ce terrain et cette terre pour ce qu'elle était, et pas pour ce qu'ils pouvaient en exploiter. Mais vraiment une vraie surprise, une vraie découverte. Et il y a eu ça, il y a eu les deux. Et donc on peut pas nier ça. Et cette histoire-là, il faut bien la regarder en face. C'est en la regardant en face qu'on va pouvoir continuer à narrer et à ne pas oublier ce qui s'est passé, surtout. Je pense qu'on n'a pas besoin d'effacer. Par contre, il faut qu'on sache regarder ensemble ce qui s'est passé de manière objective. Et arrêter de se dire que, oui, mais vous savez, c'est différent, c'est pas les mêmes terres, c'est pas la même culture. Bien évidemment. Mais puisqu'on s'est rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est cette rencontre-là dont il faut rendre compte. Ça a donné des choses horribles. Et ça donnait des choses très belles. Regardons les deux en face. Et avançons, parce que là, je pense qu'il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne veut pas admettre. Et je pense que c'est ce qui freine. Et du coup, ça provoque du ressentiment, ça provoque de la colère, parce que rien n'est jamais dit de manière claire et posée. Et je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Et les nouvelles générations, je pense qu'on est plus... contrairement à nos parents, on dit les choses, on montre les choses. Ça plaît pas, on n'a pas de sentiment de culpabilité. On est très bien là où on est. Et donc je pense que ça aussi, c'est une autre approche, parce que on est différent malgré tout. On vient avec nos racines, mais on a emmêlé avec nos racines une connaissance aussi du territoire de l'Europe et de la France que nos parents n'avaient pas. Et ce sont ces mélanges-là qui font qu'on progresse à chaque fois et qu'on a un regard qui semble différent sur une réalité. Alors, là, tu nous l'affirmes. Hein. J'ai l'impression de retrouver un peu du discours de mon père et sa manière. Non, dans le bon sens, t'inquiète pas. Dans le sens où il est vraiment très bien ancré dans sa personne et son identité. Et oui. On va y venir à ce sujet. Je sais pas si on est tous bien alignés sur cette question, mais pour en revenir à cette relation en tout cas complexe, qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, la France. En 1880, la Troisième République française avait pour ambition de donner une langue nationale sur le territoire et de faire en sorte que les langues régionales s'effacent. Il y avait voire des sanctions dans l'établissement scolaire lorsque des langues régionales étaient utilisées et c'était considéré comme des dialectes.
Absolument. Et donc Absolument. forcément, quand une autre population, un autre univers vient s'y implanter, au-delà d'une langue, puisque ton film nous l'explique, c'est pas qu'une langue, c'est une civilisation qui émane de nous-mêmes lorsqu'on s'exprime de cette manière. Mais en fait, ce que tu dis sur les langues régionales, effectivement, ça a été décuplé pour les langues qui venaient des anciennes colonies. Mais le principe a été le même. Le regard porté sur ces langues différentes, qu'on a appelées à certains moments des dialectes, alors qu'elles étaient bien des langues. Une langue, ça a une structure. Ça a sa grammaire, ça a son vocabulaire, ça a sa syntaxe. De qualifier ces langues comme des dialectes, c'est-à-dire déjà de minimiser et d'inférioriser une manière de parler. Ça, c'est la première façon de se mettre au-dessus et de dire, oui, mais nous, on est supérieurs. Ces langues, elles viennent avec une culture. Vous prenez les langues régionales, le breton, le corse, le basque. Il y avait des cultures. La France, avant, c'était des Frances. Il y avait plusieurs Frances qui cohabitaient sur un seul territoire. Bien sûr, on peut comprendre qu'un gouvernement veuille se dire, mais non, on est un seul pays, un seul peuple, on a une seule langue. Mais la manière dont ça a été fait, de punir ceux qui portaient une langue différente et qui avaient donc une vision du monde qui était différente. Rappelons-nous qu'une langue, ce ne sont pas que des mots. C'est une façon de voir le monde. Les Inuits ont au moins 30 façons de dire le blanc, la couleur blanche. Nous, on en a une ou deux, blanc, blanc cassé, blanc, tout ce qu'on veut, parce que leur monde, la perception de leur monde, elle est différente. On voit le monde à travers notre langue. J'ai mal, je dis aïe. Un anglo-saxon, il dit ouch. On se pose même pas la question, c'est instinctif. Ça, ce sont les langues. Donc, quand vous dites à quelqu'un, votre langue est inférieure ou ne sert à rien, vous lui dites que sa vision du monde ne sert à rien. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, que ce soit le soninké, que ce soit les langues régionales, on se bat pour la langue parce que la langue est une culture. Derrière une langue, il y a une culture. Et on sait très bien qu'effacer une langue, c'est le premier vecteur. Si vous effacez une langue, vous effacez la culture qui va venir après. Et c'est pour ça que la France tient aussi à sa francophonie. Pour la même raison, ils savent très bien que le français parlé en dehors des territoires, c'est la pensée française qui continue. Donc on sait très bien que la langue est très importante. Et donc, le soninké, quand il est arrivé, mais que ce soit aussi le bambara, que ce soit aussi les langues maghrébines, bien sûr, ils se sont dit, oh là là, on va être envahis parce que ils arrivent avec leur langue et donc ils arrivent avec leur culture. Et donc, il faut qu'on minimise sans doute ces cultures pour que la culture française, comme on l'entend, reste la culture prépondérante. Mais ça a été très mal fait. On peut avoir peur, c'est un sentiment qui est humain, on comprend. Mais si la proposition avait été la suivante, gardez vos langues et simplement ajoutez-y le français. Et là, vous aurez une belle richesse. Mais de dire aux gens, vos langues perturbent, vos langues ne servent pas, vos langues sont des dialectes, vos langues qui sont orales ont moins d'importance que nos langues qui sont écrites. Ça non. Pour toute personne, c'est une atteinte à sa dignité, à son identité. Et tout le monde l'a perçu de manière humaine, et donc c'est normal qu'il y ait eu des réactions très fortes, de contre-réactions, qui ont fait que certaines personnes se sont dit non, dans ce cas, je préfère ne pas parler le français et garder mon identité. Parce que la proposition de départ a été mal faite. Et bien sûr, vous vous énervez, vous parlez plusieurs langues, la première langue qui va sortir, c'est la vôtre. C'est la langue de l'émotion. On est tous pareils. Donc arrêtons de faire croire aux gens que s'accrocher à une langue, c'est vraiment ah ben je ne comprends pas pourquoi vous accrochez à votre langue maintenant que vous êtes en France. Vous savez, c'est tellement mieux. C'est pas une question de mieux. C'est une identité. On n'enlève pas une identité parce qu'on arrive dans un autre pays. Et la langue est un vecteur tellement important dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc voilà, je pense que tout le monde comprend. Moi, quand j'ai fait les présentations en Bretagne, les gens qui sont venus me voir et qui pleuraient parce qu'ils avaient connu la même histoire et que pour eux c'était juste exactement ce qu'ils avaient vécu à l'école. Leurs enfants parlaient le breton, ils se faisaient taper sur les doigts, ils portaient le bonnet d'âne alors que c'était la langue dans leur famille. Donc comment expliquer à un enfant que la langue qu'il parle dans sa famille, qu'il a toujours entendu, qu'il a parlé, à l'école ça devient un interdit, tellement interdit qu'on vous frappe. Mais c'est incompréhensible. Et ça a été des situations tellement dures et tellement fortes
que forcément ça cristallise des émotions négatives après. Donc, vous voyez, c'est ça. Une langue, c'est tellement plus que des mots. Voilà. Mais ce que tu dis, ça va encore plus loin. Moi, j'ai des récits de mes cousins qui m'expliquaient que au Mali, à Bamako, parler le bambara en classe, c'était justement risquer ce genre de choses. Ah mais oui. Là, ça va vraiment très très loin. Et Oui. on parle de ça, on est au XXe siècle. Hein. Exactement. Non, on n'est pas à l'époque coloniale. Exactement. Et quand j'ai entendu il y a des années, pas si longtemps que ça, mais effectivement que le Mali réfléchit à peut-être substituer le français comme langue officielle par le bambara, qui est la langue la plus parlée, effectivement, on se dit que sur le territoire du Mali, le bambara est la langue la plus parlée, ce qui serait normal qu'on utilise le bambara. Après, là où je me dis que le français avait sa petite utilité, quand même, c'est qu'on a beaucoup de langues. Il y a beaucoup de langues au Mali, soninké, bambara, apple, et que ça faisait... On ne choisissait pas une langue par rapport à d'autres, ça permettait une unité, mais très sincèrement, quand vous allez au Mali, très peu de personnes parlent vraiment le français, ils parlent plus le bambara, donc ça me paraît aussi logique que ce soit le bambara qui devienne la langue nationale de ce pays. Après, j'espère que les autres ethnies ne vont pas s'offusquer, mais peut-être que si on fait un sondage et qu'ils font un sondage, qu'ils font les choses de manière intelligente, ça passera. Qu'ils fassent un sondage, qu'on regarde la langue qui est la plus parlée sur le territoire, que les autres langues ne soient pas effacées et qu'elles soient quand même, qu'on puisse quand même avoir des versions en soninké, en peul, etc. Mais effectivement, une langue, c'est un territoire, mais c'est pas parce qu'on a une langue qu'on doit exclure les autres. Donc, ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites, quelle que soit la langue choisie par un pays comme langue officielle. Il faut bien savoir que d'autres langues existent et qu'elles ne sont pas minoritaires. Elles sont là, elles existent. Donc, il y a des gens qui ont cette vision et il faut toujours les entendre et les prendre en considération. Donc, moi, je suis assez d'accord pour dire que chaque pays choisisse la langue officielle qui est la sienne, après avoir fait une étude des langues les plus parlées sur le territoire. C'est normal, c'est normal. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Djelia. Pensez à liker, commenter et partager. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia, 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 Djelia.